Bonjour, merci de nous accorder ce temps pour vous poser quelques questions. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter? Oui, je m'appelle Carlos Ramos. Et en Bolivie, les amis me connaissent plus pour Armando. Et voilà, je suis bolivien, je suis musicien et j'habite depuis quelques années ici en Belgique. Et de quelle région est-ce que vous venez? Ah, je viens de l'haut plateau bolivien, 3700 mètres d'altitude par rapport à la mer. Est-ce que vous pourriez parler un peu de votre trajectoire artistique? Donc comment vous avez commencé avec la musique? Oui, en fait, je crois que j'ai eu un parcours depuis tout petit très particulier car toute ma famille avant moi évidemment vient de la ville de La Paz, la capitale la plus haute du monde à ce moment-là. Et alors, par hasard, justement de la vie, ma mère elle a accouché à Oruro. Et quand j'étais vraiment déjà au point de naître, je suis né là-bas. Donc je suis, on va dire, l'unique représentant de la famille qui est né en Oruro. Et vous vous souvenez de vos premiers contacts avec la musique? Oui, en fait, depuis tout petit, depuis que j'ai des souvenirs, pratiquement, j'ai chanté déjà à la maison. Quand on avait de la visite, ma mère me faisait chanter un petit peu. Alors, je pense que c'est à cause de ça, justement, on m'a amené depuis tout petit à la radio. Il y avait à ce moment-là des programmes hebdomadaires pour enfants, justement. Et alors là, j'étais amené tous les samedis pour les répétitions. Et tous les dimanches, à midi plus ou moins, on avait des prestations de tous les enfants qui avaient participé à ce moment-là dans des programmes. Donc j'ai commencé, on va dire, plus ou moins à 5-6 ans. Est-ce que vous pourriez parler un peu de certains groupes avec lesquels vous avez travaillé ou que vous avez... Oui, en fait, on a commencé très très jeune. À ce moment-là, on avait deux groupes en Bolivie, justement. On était le groupe naïvement nommé le groupe Oriental, que je pense qu'à ce moment-là, ça existe encore un autre groupe avec le même dénommé. Et il y avait aussi le groupe Lertay Banda, donc on était, par rapport à ça, on était très 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 jeunes quand on a commencé. Bon, comme on dit normalement, la persévérance paie, donc Lertay Banda est maintenant un des emblèmes, des groupes emblématiques en Bolivie. Et nous, malheureusement, on a dû laisser tomber car il y avait des différents facteurs qui nous ont poussés justement à ne pas pouvoir suivre le groupe. Et voilà, donc j'ai commencé avec le groupe justement Oriental et ensuite j'ai fait partie du groupe Altiplano aussi à Oruro quand j'avais 14 ans. Et à la suite, on a fait un duo aussi avec un copain à l'école, avec lui on faisait un petit peu plus d'autres genres de musique, par exemple musique de genre social. Et ensuite, j'ai fait partie du groupe Ancestro, avec qui on a enregistré le premier disque quand j'avais 18 ans. Et par la suite, on s'est trouvé ici en Belgique en 1993 avec le groupe Intimarca, justement, la deuxième génération. Et voilà, donc on a fait connaissance, on va dire, avec le pays qui nous accueille maintenant. Et avec qui, est-ce qu'il y a certaines personnes emblématiques avec qui vous avez travaillé dans ces différents groupes? Oui, tout à fait. J'ai fait partie pendant un bon moment du groupe Andino de Oruro, un groupe aussi renommé là-bas. À l'époque, c'était dans les commencements du groupe, c'était vraiment c'était un groupe emblématique en 1983 quand ils ont commencé avec une chanson très 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 célèbre maintenant, que c'est Como Has Hecho. C'est répandu partout, au Pérou, même en Argentine, maintenant on joue. Et à l'époque, j'avais vraiment des souvenirs, parce que bon, on racontait vraiment des anecdotes avec les membres du groupe. Et Arturo, le directeur du groupe, nous disait qu'ils étaient vraiment appelés à voix vive
par milliers de gens en disant comment c'est. Donc la chanson, c'était vraiment, on va dire, le clou qui a foncé le groupe à la célébrité. Et concernant la discographie, est-ce qu'il y a certains disques qui ont été importants dans... Oui, moi je pense que franchement que tout enregistrement, tout travail de n'importe qui, de tout le monde, il y a des célèbres évidemment, tout travail est mérité, tout travail est réputé, tout travail mérite, on va dire, une reconnaissance. Donc il y a des petits travaux, par exemple quand j'étais jeune, on va dire à 16 ans, je commençais à enregistrer, il existait à ce moment-là les festivals Lauro de la Canción Boliviana, c'est un peu difficile à traduire ça, donc c'était un des festivals les plus réputés aussi à Cochabamba en Bolivie, donc il y avait des délégations vraiment qui venaient de toutes les villes les plus grandes en Bolivie, donc on a participé là. Et tous ceux qui avaient une chanson soit inédite, soit une belle récompilation, avaient le droit d'enregistrer 2 chansons. Donc c'est là justement que j'ai commencé à enregistrer parmi les autres, évidemment. On faisait 2 disques à l'album où il y avait tous les artistes qui avaient mérité, on va dire, ces privilèges. Et par la suite, j'ai commencé à 18 ans justement à enregistrer avec le groupe Ancestro, ensuite avec le groupe Andino, Intimarque. Voilà, il y a beaucoup de musique. Donc, je ne peux pas dire maintenant, on va dire, un travail qui soit mon travail fétiche, mais maintenant, par exemple, à la maison, avec la technologie que nous avons, j'ai déjà commencé, on va dire, à enregistrer des chansons propres. Et voilà, nous avons tous des studios à la maison. Et ça, pour moi, franchement, c'est un travail, c'est quelque chose qu'il faut enregistrer, il faut laisser connaître les autres aussi. Et maintenant, quel est actuellement votre rôle pour la musique? Qu'est-ce que vous faites actuellement ici? Voilà, c'est une belle question car personnellement, moi je pense que j'ai fait un bon parcours. Depuis tout petit, j'ai commencé justement en chantant, ensuite j'ai appris la guitare. C'est une autre anecdote aussi car j'aimais l'instrument vraiment. Et un jour, on avait un petit magasin de quartier à la maison, donc c'était l'époque des carnavals justement. Et il y avait 2 jeunes gens qui sont venus à la maison en demandant une petite bière parce qu'on vendait aussi un peu de tout. Et alors à ce moment-là, j'avais une guitare, mon père il avait acheté une guitare qui était comme ça, pendue en mur. Alors un d'entre eux, il a dit, est-ce que je peux jouer à la guitare? Et mon père, il a nettoyé un petit peu, il lui a donné. Et là, justement, il a accordé la guitare et il a commencé à jouer. Et j'ai appris juste 2 accords en guitare, qui c'était Sol et La. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avancer tout seul. Et bon, grâce à Dieu, on va dire, j'avais l'oreille. Et j'ai commencé à avoir des autres idées, pratiquement moi tout seul, donc sans académie, rien du tout. Et maintenant, justement, ici en Belgique, surtout en Europe, j'ai vu qu'il y a des autres besoins vraiment des instruments. Par exemple, le charango, j'ai déjà joué un petit peu là-bas. La basse, j'ai appris carrément ici parce que c'est un instrument qu'il faut savoir maîtriser comme elle. C'est pas... Le principe est le même que la guitare, mais la façon de jouer, c'est autrement. Et justement, les flûtes, ensuite, je les ai appris aussi ici même. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir participé dans un groupe ici à Collioure-Yonian, avec qui ils sont très exigeants aussi à l'exécution des instruments. Donc j'ai beaucoup appris. Et tous ces parcours, justement, maintenant, je suis en train de l'agglomérer, on va dire, et d'essayer quand même de transmettre ça aux prochaines générations, car ça ne peut pas rester dans soi-même. Moi, je pense qu'il faut partager un petit peu les autres et justement essayer quand même de transmettre notre musique, notre culture aux enfants pour qu'ils
n'espèrent pas, on va dire, dans leur propre pensée, c'est-à-dire on habite ici, on vit une autre vie, mais d'où on vient et qui on est, c'est très important pour savoir où on veut aller. Alors maintenant, on va parler un peu plus spécifiquement de la musique folklorique. Quels sont les rythmes avec lesquels vous avez plus d'affinité ou de connaissances? Franchement, venant de la ville de Oruro, ça serait difficile de choisir car nous avons un grand package de musique là-bas. On dit normalement là-bas que c'est la capitale du folklore boliviano. Je pense que ça se comprend clairement. Et c'est vrai qu'il y a des rythmes qui viennent des villes voisines. Bon, les origines, franchement, c'est difficile à parler, mais ce que je peux parler maintenant, par exemple, c'est de ce que je connais, de ce que j'ai connu depuis tout petit. Et ce que ça m'a vraiment interpellé, c'était la diablada, son évolution et tout ça jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de rythmes aussi, la morenada, par exemple. Ensuite, nous avons le rythme de Tincus, qui est en langue quechua sûrement, mes copains lui ont déjà dit que c'est des rencontres entre deux communautés, deux personnes, tout ça. Et donc, j'aurais mal vraiment à choisir, mais j'aimerais bien parler quand même un petit peu de la diablada, de ce que je connais évidemment. Et la diablada, c'est un rythme très spécial car ça vient normalement de ce qui ici vous appelez la fanfare, ou, je ne sais pas comment, la marcha. Donc ça fait tout, et ça c'est juste une copie à ce que je sache. Et justement de toutes les richesses, on va dire, que aussi nous ont apporté culturellement les pays comme l'Espagne qui vient de l'Europe. Il y avait, quand j'étais petit, justement, je m'en souviens encore, ce qu'on appelait la retraite dominicale, soit c'était le concert des fanfares à la place principale. Et là, justement, c'était le jeudi et le dimanche, et ce que m'a transmis, justement, c'était ça, car il paraît que, justement, il faisait ça toujours dans le centre-ville. Et alors là, on va dire les Indiens qui étaient nommés comme ça à ce moment-là, ils n'avaient pas le droit de traverser plus loin pour aller dans le centre. Donc ils écoutaient, ils entendaient de loin la fanfare, mais il y avait quand même un endroit, une deuxième participation, un peu plus loin justement pour la population, on va dire. Et comme tout instrument, ça s'use, hein. Donc ils laissaient les instruments de cuivre d'à côté. C'est justement les Indiens qu'ils ont retrouvés, ils ont réparé ces instruments. Et en écoutant justement le rythme qu'ils avaient, ils ont créé, on va dire, une sorte de mélange. Et à ce moment-là, les Espagnols utilisaient justement des costumes, cravates et tout ça. Et ils mettaient, comme la touna maintenant, des capes. Et c'était exactement la même chose, ils mettaient des capes. Et maintenant, ça a grandi, évidemment, ça a changé vraiment dans le temps. Et maintenant, nous avons le Diablo, qui à l'époque c'était nommé le Tio. Nous avons maintenant le Tio de la Mina. Mais je pense que c'était plus par rapport à les mots qu'on disait, par exemple, même maintenant les Espagnols parlent « Hey Tio, comment estás, Tio ?» Et alors là, justement, nous on nomme maintenant le Tio de la Mina le gardien de la mine, justement, que c'est maintenant le personnage principal de la mine, qu'on ait peur, il faut lui donner quelque chose en échange de protection. On lui donne de la coca, une cigarette, et on lui fait vraiment sentir quelqu'un d'important pour qu'il puisse nous protéger. Et c'est de là justement que ça vient la diablada. Et c'est par rapport aussi à ça un petit peu le rythme de la morenada, car c'est exactement la même métrique, seulement qu'elle est plus lente. Donc la diablada, on va dire que c'est tan da dan da dan, et la morenada tan da dan da dan, c'est exactement la même chose. Donc évidemment, il peut y avoir des controverses, des idées, des études et tout ça.
mais ce qu'on transmet de père en fils, et ce qu'on m'a transmis là-bas, il n'y a pas que mes parents, justement, en parlant avec des gens qui sont maintenant des autorités là-bas à Oruro, c'est eux qui managent les carnavals et tout ça, donc ces gens qui méritent de respect, et je pense que ce qu'ils transmettent, c'est pas une invention, donc j'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Et à quel âge avez-vous lorsque vous avez vu la première fois la Diablada, ou vous avez entendu la musique de la Diablada? Franchement, je ne saurais pas dire, parce que c'est comme tout. Moi, je pense qu'ici, par exemple, en Belgique, quoique maintenant, j'ai parlé avec quelqu'un qui vient justement des Belges. On a parlé un petit peu les rapports avec la Diablada. Mais c'est comme ça un petit peu. Quand on est dans un milieu, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas si tu es. Je connais ça depuis telle année, par exemple. Moi, je connais depuis tout petit la Diablada. Moi, je connais depuis tout petit les rythmes. Évidemment, il y a aussi de nouveaux rythmes maintenant. On vient justement de découvrir, je pense, le Salai. C'est un autre rythme qui est apparemment nouveau, apparemment qui existait, apparemment il mélange, je ne sais pas, un métissage peut-être. Mais ce que je m'en souviens justement, moi je pense comme tout enfant là-bas en Bolivie, je m'en souviens encore qu'il y avait, à l'époque il y avait après des canettes de bière ou je ne sais pas, des boissons. On mettait tout petit les pieds dans la canette, on l'écrasait de telle façon que ça coinçait entre la chaussure et la canette. Et là, on faisait des bruits comme si on dansait la Diablada. On mettait une cape et on était heureux. Donc, pour tout dire que je suis né avec ça et je ne connais pas plus dans le temps. Je sais qu'il y a des années, justement, qui sont parcourues à travers le temps pour que cette danse aille une magnitude d'aujourd'hui, mais franchement à l'époque, et quand on habite là-bas, la même chose, on ne se rend pas compte. Lorsque vous dites que vous avez, lorsque c'est déjà très petit, alors vous avez commencé à danser la Diablada avec vos amis en jouant, est-ce que vous vous rappelez la chanson sur laquelle vous dansiez? Est-ce que vous vous rappelez sinon les instruments qui se jouaient? Est-ce que c'était des instruments autochtones? Est-ce que c'était des instruments de fanfare? Est-ce que vous pourriez nous donner plus de renseignements? Oui, j'ai déjà connu la Diablada dans des instruments de fanfare, des instruments de cuivre. Mais j'ai vu quelques photos justement là-bas dans la famille qui se faisaient dans les instruments typiques comme la quena par exemple, et les instruments folkloriques qu'on connaît maintenant. Mais malheureusement, je n'ai pas connu ça. J'ai connu que la fanfare. Et ce n'était pas comme aujourd'hui, évidemment. C'était des petites fanfares, des petits groupes, on va dire, d'une vingtaine, trentaine de personnes, pas plus. Et maintenant, des musiciens seulement, ça dépasse facilement les 100 musiciens. Donc, ça a changé aussi, c'est vrai. Mais dans mon souvenir, vraiment, c'est la petite fanfare, on va dire. Est-ce que vous avez peut-être entendu vos parents, à un moment donné, parler de la Diablade ou d'autres rythmes? Est-ce que vous sauriez nous dire si vos parents ou grands-parents dansaient déjà, ou en tout cas avaient déjà entendu ce rythme? Oui, en fait, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je ne saurais pas dire. Il y a beaucoup de théories sur la Diablada. Ce qu'on sait maintenant, par exemple, c'est que le tir de la mina, ça vient justement, comme je vous avais expliqué tantôt, d'où ça vient. Mais il paraît qu'à l'époque, par exemple, il y avait l'esclavitude encore, l'esclavage, pardon. Et alors à ce moment-là, les miniers ils travaillaient toute l'année sans repos, sauf à l'époque des carnavals qu'ils avaient une semaine de congé. Donc cette semaine de congé, justement, ils profitaient pour faire la fête, parce que c'est carnaval quand même. Donc il y avait beaucoup de boissons et tout ça, mais il y avait déjà une idée, on va dire, de faire ce qu'on appelle les espuelas, je ne sais pas exactement comment ça se dit en français, désolé. Mais il faisait des danses en prenant justement l'instrument de travail, le cincel, et le combo, il faisait à l'air évidemment,
C'était un autre rythme, je ne sais pas. Mais ils faisaient le même geste. Ils étaient encore habillés en mineur. Ça, par exemple, mon père, il m'a raconté. Alors, c'était juste une semaine de congé qu'ils avaient. Mais après, il fallait encore travailler, il fallait encore... Et à la suite, justement, ils ont fait une question, on va dire, de protection, on va dire, de demander la protection al tio de la mina. Et les miniers, ils dansaient pour lui. Et ensuite, ils dansaient évidemment pour la Vierge Marie. Donc, il y a eu un mélange de tout ça aussi. Mais c'est peut-être plus ce que je sais, mais ça m'a transmis mon père. Donc, pour moi, c'est très important. Peut-être une question, un challenge, peut-être pour un exercice de mémoire. Lorsque vous êtes arrivé ici en Belgique, je suppose que vous avez également joué le rythme de la Diablada. Est-ce que vous sauriez nous dire quelle chanson, par exemple, et à quelle époque, quelle année environ? Ici en Belgique. Ici en Belgique. Ici en Belgique. Oh là là. Bon, moi, franchement, j'ai beaucoup parcouru. J'ai eu la chance qu'une fois arrivé, justement, j'ai eu tout de suite de travail avec un groupe à Liège. Et par chance, justement, ils étaient tous de Bolivia. J'ai dit par chance parce que pour jouer un rythme comme la Diablada, il faut avoir né dans l'endroit. Évidemment, il y a beaucoup des autres musiciens, sont les démérités, évidemment, qui jouent très bien nos rythmes. Et moi, je pense que c'est un atout, justement, le fait de jouer un autre rythme d'un autre pays. Par exemple, San Juanito, c'est un très, très, très joli rythme. Donc, si je pourrais jouer, par exemple, un pasillo équatoriano, que c'est très, très beau, moi, j'essaie en tout cas. Mais c'est pas la même chose. Donc, un Équatorien m'a dit, oui, tu joues bien, mais c'est pas encore ça. Et c'est la même chose en Bolivie, par exemple, quand on joue avec des autres musiciens des autres pays, justement. C'est pas encore tout à fait. Mais on a eu la chance à ce moment-là. Et on a joué. Moi, je pense qu'on essaye toujours de jouer le plus traditionnel. Par exemple, ça vient de la diablada authentica. Et depuis tout petit, depuis que je me souviens del carnaval de Oruro, j'ai ça en tête parce que c'est chaque année la même chose. C'est la première diablada qu'elle rentre dans le carnaval. Car il faut connaître, il faut savoir aussi que le carnaval de Oruro, c'est bien organisé. D'abord, il rentre les plus anciens. Et parmi ça, nous avons justement la Diablada Authentica de Oruro, qui apparemment s'est fondée autour des années 1900. Mais c'est sa fondation. Mais avant, pour arriver là-bas, franchement, il faut avoir un parcours. Donc, depuis tout ce temps-là, je ne sais pas exactement comment est-ce que c'est arrivé là, mais c'est la Diablada traditionnelle avec ses sons que ça retombe chaque fois dans ma tête. Actuellement, dans la Diablada, on connaît 3 rythmes. Oui. On a donc la mélodie, la Diablada, oui. On a la cacharpaya, exactement. Et parfois on rajoute également une 3e partie, la cueca. Est-ce que vous avez toujours connu ces 3 parties ou c'est quelque chose qui est nouveau, récent? Alors je connais 4 parties justement. Parce qu'il y a une évidemment la Diablada, c'est que on connaît tous. Il y a l'autre partie aussi, que c'est la cacharpaya, que c'est très spécial. Hein. Il y a beaucoup de gens qui confondent avec un guaño, c'est pas la même chose. Évidemment, le guaño, on peut départager en plusieurs sortes de guaño. Par exemple, le calampeado, nous avons le guaño, nous avons tellement. Mais à la Diablada, la cacharpaya, c'est vraiment très très spécial. Donc il faut savoir jouer ça d'un côté. Et il y a un autre rythme aussi qui... La dernière fois que j'ai eu la chance d'avoir joué avec Alfredo Coca, il me l'a joué, mais c'était un rythme plus de sucre. Je n'ai pas maintenant en tête, mais si j'ai la chanson, c'est sûr que je vais la reconnaître. Depuis tout petit, par exemple, je connais ça. Et ça, on l'utilisait justement à la sortie de la Diablada, que c'est une sorte de guaño aussi, mais c'est plus vite. Moi, je pense qu'on l'appelle pasacalle, je ne suis pas sûr. Mais en parlant de la cueca, justement, avant dans le temps, c'était
une tradition, on va dire, pour tout le groupe, sauf la morenada, parce que c'est difficile de danser la cueca habillée en moreno. Et surtout la diablada qui se mettait en deux fils carrément, on mettait ses masques devant et on jouait la Viva mi Patria Bolivia. Ça, j'ai connu depuis tout petit, par exemple. Et ça, c'était un spectacle vraiment très impressionnant. Car Los Diablos, avec son costume et tout ça, il lève les pieds vraiment comme style militaire, carrément. Et ça aussi, on faisait dans le temps avec les groupes traditionnels. Ici, nous avons par exemple, il y avait los Zampoñeros del Pagador. Et là, justement, ils jouaient la même chose, la cueca, en jouant ces instruments. Ils faisaient plus ou moins la même chose que les Diablos, mais en jouant en plus son instrument, donc la cueca. Et c'est très, très, très attirant parce que là, le carnaval de Oruro, c'est vrai que maintenant c'est plus fluide, il faut aller plus vite parce qu'ils sont de plus en plus des groupes, de plus en plus nombreux et tout ça. Mais avant, dans le temps, il y avait quand même des embouteillages. Donc, pour ne pas rester sans rien faire, on va dire, pour divertir le public, ils se mettaient à danser la cueca. Et c'était toujours systématique, il n'y avait pas très Bolivia, et ça me faisait toujours plaisir parce que tout le monde chantait, tout le monde participait. Et il y avait des gens aussi qui participaient en dansant avec les groupes. Donc, moi, je pense que si il y a encore des groupes de diablades en Bolivie qui font ça, franchement, chapeau. Est-ce que vous pourriez un peu parler de l'importance socioculturelle pour la communauté différente de ces rythmes? Quelle est la place, par exemple, l'occasion à laquelle ils seront joués ou D'accord. Et en général, en parlant, on va dire, le carnaval de Oruro, il y a beaucoup de rythmes. Moi, je pense franchement que Oruro a fait comme un berceau de la musique bolivienne. Et il faut que quelqu'un fasse le déclic. Et moi, je pense que c'est Oruro justement qui a fait le déclic. Car avec les carnavals qu'on avait, il y a beaucoup de concentration, beaucoup de communication, par exemple, entre les groupes et les gens, entre les groupes et le commerce, par exemple, la politique et tout ça, parce que maintenant tout est mélangé, même la religion et tout ça dedans. Mais parmi ça, il y a aussi des groupes, des particularités. Par exemple, il y a maintenant connu, que je connais, il y a 3 groupes, grands groupes de diablades. Alors, entre les 3, évidemment, ils sont des rivaux, mais ils ont la même mentalité, la défense de son groupe. Même pas la défense de la diablada, non, sinon la défense de son groupe parmi les 3 groupes. C'est la même chose, par exemple, parmi les caporales. Il y a des groupes, par exemple, centralistas, je ne sais pas. Alors, chaque groupe, évidemment, va défendre comme une équipe, va défendre ses couleurs. Donc, tout ça, mélangé entre les autres, c'est très important pour avancer. Donc, on dit normalement que la concurrence, elle est bonne. La concurrence, elle nous pousse à la supération. Donc, moi, je pense que c'est la clé, justement, du carnaval de Oruro, on va ensemble, mais on va quand même chacun pour soi-même. C'est très important de préserver cette mentalité pour y avancer. Et est-ce que les musiciens ont un certain profil? Est-ce que tout le monde peut jouer n'importe quel instrument ou... Bonne question. On dit normalement que dans chaque ville, peut-être, il y a un atout. Par exemple, maintenant, je viens de découvrir qu'à Iquilé, que nous, les Boliviens, on dit que c'est le verso du charango, il y a des populations, des petits villages autour, des familles entières qui se dédient à la fabrication de l'instrument. Alors, Oruro, on va dire, en revenant, c'est plus ou moins comme ça. On commence tout petit, maintenant, dans les fanfares, justement, dans les écoles. On commence très très tôt. Il y a des bons profs, évidemment. Et ça suit, moi, je pense, parce qu'une fois que c'est parti avec la musique et quelque chose de grand, comme nous avons maintenant le carnaval de Oruro, même les enfants, ils sont attirés pour faire quelque chose de pareil. Donc,
on commence à jouer petit à petit, et moi je pense les instruments de percussion, et à la suite on choisit son instrument, on va dire, et on continue. Et nous avons aussi la chance d'avoir beaucoup de familles qui sont musiciens, donc ça se suit. C'est un atout en Oruro qu'il y a beaucoup de musiciens. Et donc, ça veut dire que tout le monde peut jouer, donc c'est vraiment la musique de fanfare. Donc, initialement, la diablade a né avec des instruments autochtones également. Donc, c'est quelque chose qui s'est perdu pour aller maintenant vers des instruments de cuivre. C'est possible. Je ne saurais pas dire vraiment, parmi les photos que j'avais vues, malheureusement je ne les ai plus, mais j'ai vu des photos, par exemple, où il y avait un groupe autochtone, carrément, avec des kenas et tout ça, derrière le groupe de danseurs qui accompagnaient leur danse. Et ça, j'ai connu à la fin, mais tout à la fin, justement, los tovas, que nous savons bien, on le sait bien que ça vient de la région de l'Amazonie bolivienne, qui encore se jouait avec c'était pas exactement des kenas, c'était quelque chose comme ça, le pif, tout ça. Mais le son, ça ressemblait. Donc, dans ma tête, j'étais tout petit, donc je ne saurais pas exactement dire quel instrument c'était, mais c'était encore accompagné avec ça. Et maintenant, évidemment, ça a changé, il y a des grands plumes et tout ça, donc c'est un petit peu le côté commercial aussi qui a donné, il faut le dire, beaucoup de travail à nos artisans et tout ça. Donc ça a changé, mais moi j'ai connu encore quelques-uns, on va dire, des instruments comme ça. Mais maintenant, par exemple, los negritos del pagador, ils rentrent encore, que je sache, par exemple, avec leur tam-tam, non pas encore la fanfare. Mais ça, c'est question de tradition. Il y a aussi des autres instruments, par exemple, des autres cultures, on va dire, quoique on a la même culture, mais des autres genres de musique, on va dire, par exemple, los negritos de los yungas, qui, la confusion entre saya et caporal et tout ça, il vient avec leur danse. Il n'y a que les tam-tam et les reco-reco. Et voilà, donc ils chantent, et ça, c'est fort attirant parmi le public, parmi les gens qui vont regarder ça, parce qu'on trouve encore que c'est traditionnel, que c'est pur, et on a toujours à la défense de ça, moi je pense partout dans le monde. Maintenant que vous parlez de la danse des negritos, des tundiki, là tantôt vous avez dit que vous aviez gagné notamment des prix, vous avez eu l'occasion d'enregistrer une chanson avec une agrupation de musique, la chanson Como Acecho, oui. en rythme de caporal si je ne me trompe pas. Est-ce que vous sauriez me dire vers quelles années, qui était l'auteur, ou comment vous avez commencé à jouer ce rythme, ou pourquoi, quelle a été l'influence à ce moment-là pour choisir ce morceau? D'accord. Tout d'abord, je n'ai pas enregistré le disque. Le disque était enregistré la première fois en 1983. Et alors justement, le groupe qui a enregistré, c'est après, à la suite, que je fais partie de l'équipe. Mais le premier musicien qui était dans le groupe, parmi Arturo et Nacho, ils racontaient vraiment leurs histoires. Ils ne savaient même pas qu'ils avaient fait un tube, parce que ils ont eu, comme toujours, à la grande ville, à La Paz, pour enregistrer un disque. Ils avaient répété tout ça entre eux. Mais à l'époque, c'était différent d'enregistrer un disque comme aujourd'hui. Je vous disais, même à la maison, on peut le faire maintenant. Mais à l'époque, il y avait une salle comme celle-ci, par exemple, utilisée par des panneaux. Et il y avait juste deux maisons de disques, que c'était Lauro, Cochabamba, et à La Paz aussi à l'occasion. Il y avait Discolandia. Et alors ils ont décidé d'aller à La Paz, car c'était plus près. Et ils ont vraiment sonné des portes. Et il y avait un monsieur qui les a ouverts. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, on veut enregistrer un disque. Alors ils ont dit, allez jouer un petit peu. Alors, ils ont joué. Ils ont dit, ça va, venez le soir. Donc, le soir, après,
on va dire, les groupes déclarés, ils enregistraient au noir. Donc ils ont resté jusqu'à 11h, minuit, mais ils enregistraient comme ça en groupe, hein, divisé par des panneaux, 2, 3, ils commençaient à jouer. Et alors, ils sont partis. Ils se sont dit, ben voilà, on enregistrait, on part, et voilà, on est heureux. Mais ils n'avaient pas de nouvelles. Donc un mois après, justement, ils avaient un concert à Oruro, le Paraninfo Universitario, un des plus grands, pas plus grand, peut-être le plus connu des scènes à Oruro. Et Nacho lui racontait, il disait par exemple, on avait une longue file, une grande file. Mais c'est pourquoi il doit y avoir une conférence, il doit y avoir quelque chose. Alors ils se sont approchés, c'était en fait pour eux qui étaient les gens. Donc ils ne savaient pas la magnitude que ça allait avoir par la suite. Donc c'était un tube, ils ont fait la chanson vraiment voyager partout dans le monde maintenant, sans savoir. Et par la suite, seulement en 1996, je fais partie du groupe, donc des années après. Mais ce que je veux vous dire par là, que c'est justement un rythme qui a marqué, on va dire, les esprits partout en Bolivie, partout. Il y a évidemment maintenant des groupes par la suite, et avant en plus, hein, il y avait par exemple le groupe, les anciens, los Chascas, los Payas, qui enregistraient déjà les rythmes. Mais des fois, vraiment, ça suffit d'une chanson pour faire un tube. C'est le cas justement du groupe Andino. Et à l'époque, lorsque la chanson Le Tube est née, les concerts se donnaient. Est-ce qu'il y avait des danseurs qui accompagnaient la chanson? Est-ce qu'on dansait caporal sur la chanson Como Has Hecho? Non. Le groupe, par la suite, ils ont fait ils ont repris la chanson. Ils ont fait ce que tout le monde fait maintenant aujourd'hui. Parce qu'il faut aussi remarquer que de nos jours, par exemple, les tubes ne se font pas que les chansons. Ils se font l'ensemble, ils se font les danseurs, les vidéos, le tout. Ça doit être un tout. Et à l'époque, on enregistrait juste une chanson comme ça. On ne savait pas vraiment. Petit à petit, ça est venu avec les groupes. Moi, je pense que c'était les premiers groupes de Cochabamba, justement, los Caracas, qui ont commencé à faire des vidéos avec des danseurs et tout ça. Donc, ça a venu petit à petit, mais ce n'était pas à l'époque, on va dire, le but principal. Oui, quand j'étais dans le groupe, par contre, dans toutes les présentations qu'on avait, soit à Cochabamba, Santa Cruz, La Paz et partout, ils nous présentaient un groupe de danse. Ça, c'était d'office. Donc, on nous disait, vous avez les chants de 3 groupes, vous voulez voir? Alors, nous, on ne savait pas, on ne les connaissait pas. Arturo disait toujours, je vous fais confiance, mettez les meilleurs, voilà. Mais il y avait déjà la musique, plus les danseurs ou les danseuses qui sont les plus importantes. Vous voulez bien me rappeler quel groupe alors a créé la chanson Como Has Hecho? Qui était l'auteur de... En fait, le groupe qui a enregistré le disque, c'est le groupe Andino de Oruro en 1993. Et j'ai ici l'auteur, je ne sais pas exactement, je ne me souviens pas. Mais bon, non, je ne l'ai pas vraiment. Mais l'auteur était du groupe El Andino? Non. Il était de la ville de Potosí. Et alors, il a passé la chanson. Et il y avait un autre groupe aussi à ce moment-là, le groupe Amanecer, qui a enregistré la même chanson, mais avec un autre titre et légèrement changé. Mais la même chanson n'a pas eu le même effet dans un groupe que dans l'autre. Le groupe Andino, vraiment, c'était la façon, moi je pense, exacte d'avoir choisi je ne sais pas, la chanson, les travail et tout ça, c'était dedans. Donc on va dire ils ont mis dans les mille, quoi. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a des fois que ça suffit justement d'une équalisation, je ne sais pas. Donc c'était une reprise en fait non, l'auteur c'était, s'appelle Jean-Paulo Flores. Il est de la ville de Potosí. Apparemment, je ne sais pas exactement l'histoire, mais il a proposé sa chanson, il est arrivé en chantant à Oruro.
je ne saurais pas dire plus. Et voilà, ils ont repris la chanson, ils l'ont répété, ils l'ont enregistré, voilà le résultat. Alors, pour se concentrer un peu plus sur la partie autochtone, est-ce que vous pourriez parler de certaines mélodies qui ont été importantes pour vous, que vous connaissez bien? Oui, tout à fait. La musique autochtone, elle est très riche. Hein. Il a eu des étapes aussi en Bolivie. Mon parcours personnel, on va dire, c'est que moi je pense que toute personne qui quitte son territoire, quitte son pays, quitte son foyer, a toujours des valeurs, on va dire, propres par rapport à ce qu'il a quitté. Mon père, il racontait une histoire, chaque fois il disait, il disait non, il y avait un petit qui il avait marre de son village, et il voyait en face un village qui brillait plus que le sien. Et un jour, quand il est grandi, il est allé de l'autre côté. Et à lendemain, justement, quand il faisait journée, il a vu en face un autre village qui brillait plus que où il était. Alors il est allé, et paradoxalement, c'était son village. Donc des fois, on ne sait pas ce qu'on rate quand on sort. Mais par contre, il y a des choses qui prennent plus de valeur pour nous. Et alors justement, c'est ici peut-être mon cas. C'est ici que je me suis plus intéressé à la musique autochtone. Là-bas en Bolivie, j'étais carrément en première guitare et deuxième voix. Donc où j'allais, c'était comme ça. Bon, je faisais un petit peu des efforts, je faisais la troisième voix des fois, mais ici justement j'ai appris à chanter par exemple, faire la première voix, à jouer plus les charangos, on va dire plus professionnellement. Et aussi les flûtes, par exemple, il fallait apprendre, il fallait savoir jouer parce que de jouer, on peut jouer, n'importe qui peut le faire, mais de savoir exactement comment jouer et quel son on voudrait lui donner à cet instrument, là je pense que c'est un parcours personnel. Et moi personnellement, j'aime bien les matériels de la passe, le matériel très très fin qui s'appelle Sonko, c'est un Sonko qui vient justement de cette région, que ça n'existait, moi je pense plus, ces matériels. Et le son que ça m'a tiré inclut ces rythmes. Par exemple, un rythme qui me tient vraiment à cœur maintenant, c'est le Sicuris de Italake. C'est un rythme très très spécial car on joue toujours en communauté. Plus on est, plus le son est riche et plus on a des communications. Donc il faut savoir maîtriser la flûte et les tam-tams aussi, le bonbon. Et il y a une façon très spéciale de jouer car ce n'est pas seulement comme on joue par exemple en ville, un rythme que, évidemment, c'est aussi sicuri ou sicuriada, comme on appelle, mais ça va plus dans le rythme, hein, par exemple, et l'autre, ça vient c'est très, 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 très fort écrasé. En retard, je vous dis, pardon, et alors, la musique, ça m'a interpellé. Et dans cette région, justement, il y a des autres rythmes, par exemple, le cantus de Charasani, que c'est aussi, malgré qu'ils sont deux communautés très très proches, ne sont pas très éloignées, mais les rythmes sont très différents et la façon de jouer aussi sont très différentes. Par exemple, l'Italien qui en joue qu'avec des octaves. Il y a des fois seulement un couple qui se détache un petit peu avec une deuxième, alors que l'autre non, c'est tous des cinquièmes notes qu'elle utilise, donc c'est différent. Et cette richesse, justement, ça m'a fait appel, on va dire, à la terre-mère là-bas. Et est-ce qu'il y a... quels instruments étaient utilisés originellement par rapport aux instruments qui sont peut-être utilisés maintenant pour la musique autochtone? Oui, en fait, moi je pense que partout, comme partout, hein, il y a des instruments très très typiques. Ces instruments qu'ils utilisent à Italake, par exemple, sont faits par eux-mêmes, sont très rustiques, et sont pratiquement, on va dire, je ne sais pas maintenant, mais à l'époque, évidemment, c'était tout accordé à l'oreille, en groupe et tout ça.
Maintenant, en ville, on connaît des autres instruments. Par exemple, on voit clairement ici que les instruments, ça vient de la ville. Mais pas pour autant ils sont mauvais, hein. Ils sont très bons, mais ils sont plus travaillés. Donc il y a aussi par là, on va dire, un changement dans le temps et aussi dans la tonalité. Parce que maintenant, on utilise évidemment les accordeurs et tout ça, et on accorde tout à mi naturel en 4/40. Mais à l'époque, c'était justement fait à l'oreille, et on faisait un instrument et on suivait tous la même règle. Donc. Mais il y a des différences, parce que maintenant, par exemple, moi-même, j'ai fait l'expérience à la maison, j'ai enregistré, évidemment, j'ai ces instruments aussi. J'ai fait un siculi di Talacche avec les instruments typiques, ce que j'ai, et ensuite j'ai fait des instruments avec la zampognas, carrément les zampognas. Et le son n'a rien à voir, c'est pas le même. Le goût, c'est complètement différent. Et à part les instruments, est-ce qu'il y a aussi un changement dans la manière par laquelle les mélodies sont transmises ou des difficultés dans le temps? Oui, tout à fait. Justement, maintenant, dans nos jours, nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux qui partagent et tout ça. J'ai été fort surpris, agréablement. Ils ont partagé justement une petite vidéo en fait maison de 2 enfants de Siculi di Talacche, mais tout petits, hein, on va dire entre 10 et 11 ans, à tout casser, qu'ils ont joué entre eux deux, parce qu'il faut voir que la musique autochtone, ça se joue en communauté et toujours par 2, donc c'est partagé. On dit ceux qui jouent la première rangée 7 et la deuxième rangée en 6, donc on partage l'instrument et un qui va jouer les 7 et l'autre les 6. Paradoxalement, c'est le 6 qui commande et le 7 qui suit. Et alors là, les petits, ils ont partagé leur instrument avec chacun son tam-tam, les ponchos et tout ça, mais ils jouaient merveilleusement bien, quoi. Mais tout petit, donc pour tout dire que la musique, ça se transmet petit à petit. Et ils ont joué entre les communautaires, on va dire les vieux. Et les vieux, vraiment, c'était un moment très émotif pour moi parce qu'ils ont les applaudi, fait les tam-tam et tout ça, parce que les petits, ils étaient vraiment doués, quoi. Et là, je me suis dit, bon, voilà, quoi, la suite est assurée, quoi. Et vous pensez que pourrait, surtout alors ici en Belgique, avoir des problèmes pour transmettre la musique dans le futur? Moi, je pense que franchement, c'est un parcours très difficile, parce que c'est pas encore très très connu. Malheureusement, il y a eu une mauvaise information, on va dire, parmi la musique même, parce qu'à ce moment-là, dans les années 70, que je n'étais pas là évidemment, je ne peux pas parler de ça, mais j'ai entendu des histoires, par exemple, qu'il y avait un très très bon accueil pour la musique autochtone, la musique bolivienne surtout. Mais par la suite, vu la magnitude que ça prenait, donc il y avait beaucoup de groupes, beaucoup trop on va dire, et n'importe qui se mettait à faire la musique et tout ça, donc il y avait des prix aussi exorbitants. Et les gens, comme tout, ils ont marre, donc ils ont eu marre. Mais maintenant, par exemple, moi je pense franchement que c'est plus élaboré, plus travaillé, plus adapté au milieu où on habite maintenant. Et les gens, heureusement maintenant, ils savent reconnaître un bon groupe, un bon musicien des autres. Donc la musique, on va dire aussi ici, a traversé par des étapes très très importantes, mais par contre, elle n'est pas encore assez connue, assez sollicitée même. Mais moi, franchement, je pense aussi que la musique, c'est comme la mode, comme partout, il y a des cycles de vie, donc ça revient petit à petit. Donc à ce moment-là, il faut vraiment profiter pour faire connaître plus la musique, et plus convenablement. Est-ce que vous pourriez parler plus spécifiquement de certaines mélodies, de ce qu'elles signifient ou de ce que... Ah oui, d'accord. Là-bas, nous avons toute l'année, on va dire, de la musique. Et on joue, par exemple,
dans le premier temps, on va dire, à partir du mois de août, septembre, à cette époque-là, on joue des instruments, par exemple, des tubes comme ça, on va dire. Et la musique, elle est plus joyeuse, on va dire. C'est un appel à la fertilité de la Pachamama. En plus, après, par exemple, nous avons la Toussaint et des instruments avec, par exemple, comme la quena, pinquillos, que c'est plus ou moins la même famille. Et on joue les armapinquillos justement pour faire appel aux morts. Mais c'est une façon aussi de démontrer je ne sais pas, de remercier nos ancêtres, ceux qui sont morts. Alors, en ville, ce n'est pas la même chose, nous avons des autres habitudes, mais à la campagne encore, on utilise la musique autour des festivités que nous avons. Au carnaval, par exemple, on joue la targa, que c'est un instrument très très joyeux, très festif. Et voilà, on fait toujours, on va dire, la fête avec des couleurs et tout autour aussi de la nourriture et de l'eau. Est-ce que sur la table, il y a plusieurs instruments autochtones? Est-ce que quelqu'un qui sait jouer de la musique autochtone peut jouer tous les instruments qui se trouvent sur la table? Est-ce que tous ces instruments sont joués au même endroit? En fait, non. Chaque instrument, comme je disais, par exemple, tantôt, il y a des instruments, même des matériaux, comme c'est le matériel de la basse. Ou soit celle de Cochabamba, qui ici je vois par exemple le son plus épais et le son, la sonorité est complètement différente. Rien que parler des matériaux. Hein. Ensuite, nous avons par exemple des instruments comme las tarcas, qui sont, jusqu'à ma connaissance, on va dire, on joue dans le sud de Oruro, où ça se joue vraiment d'une façon très très particulière. Moi-même, je n'ai jamais su attraper les rythmes qu'ils ont parce qu'ils sont c'est encore très long. Et des instruments, par exemple, bizarrement, comme ici, on voit par exemple ici nous avons un bel instrument, los moseños, que c'est de la même famille de la senjatanjana qui est à Sucre, mais ça joue de différentes façons. Hein. La base est la même, la famille est la même, mais on joue de différentes façons. Franchement, je dirais que, en question de musique, chaque région a son propre style, ses propres instruments à eux-mêmes. Est-ce qu'on peut dire, si j'ai bien compris, chaque région a ses propres instruments, dépendant un petit peu de la région où la musique s'exécute, le type de bambou utilisé peut être différent ou de bois ou les techniques. Mais est-ce que par exemple quelqu'un qui vient de la région de Sucre, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il peut automatiquement jouer de la tarca ou du hula hula? Est-ce que c'est possible ou c'est vraiment quelque chose qui est divisé? Donc quelqu'un joue l'instrument de sa région. Et en Belgique, est-ce que les gens qui exécutent la musique autochtone savent jouer tous ces instruments? Franchement, je ne saurais pas parler des autres, mais en Bolivie, moi, je pense que chacun va comme je disais tantôt, pour soi-même, mais dans un contexte général. C'est-à-dire, par exemple, on joue la musique bolivienne, parce que moi je suis bolivien, et les instruments, ça vient de la Bolivie, tout simplement. Pas parce que je veux dire qu'il est né en Bolivie ou quelque chose comme ça. Ça, c'est après. Mais tout simplement parce que moi je connais ça, on m'a transmis ça, moi j'ai appris ça, j'ai voulu apprendre ça, parce que ça c'est aussi très important. Et la motivation de quelqu'un, par exemple, si je veux apprendre quelque chose, c'est pas pour précisément montrer au départ ce que je sais faire. Au départ, c'est pour moi-même. Et ensuite, je vais montrer ce que je sais faire, ce que j'ai appris. Et c'est plus ou moins la même chose. Par exemple, je disais tantôt, la Secretancana et le Monseño, ça vient de la même famille. Moi, je pense franchement, j'imagine, hein, qu'il y a quelqu'un de Sucre à La Paz qui peut jouer à deux personnes, deux instruments de la même famille. Évidemment que ce soit plus ou moins accordé dans la même tonalité. Moi, je pense que ça peut se faire. Alors, la tarca, par exemple, il n'y a pas
d'eux-mêmes. Hein. Même à la maison, j'ai comme 7-8, et aucune d'entre elles s'accorde, donc c'est pas possible. Alors, il y a des matériaux aussi, et il y a aussi des styles de jeu. Donc, moi, je pense que si on donne à quelqu'un un instrument par curiosité, si c'est musicien par principe, il va essayer de jouer quelque chose. Mais de lui mettre à jouer quelque chose à force, moi, je pense pas. Alors ici, en Belgique, la même chose. Moi, je pense que chacun va à sa façon, à ce qu'ils comprennent, on va dire. Il y a des gens qui comprennent la musique autochtone, typique, à sa façon. Ils vont jouer, comment on joue là-bas, par exemple, exactement. Même dans les désaccords et tout ça, il y a des gens qui veulent faire quelque chose de carré, plus structuré, tout ça. Il y a des gens qui laissent la musique couler toute seule et voilà. Moi, je pense franchement que tout le monde peut jouer à sa façon et la musique, elle est très variée pour nous offrir tout ça. Est-ce que techniquement, chaque instrument a ses caractéristiques, ses difficultés, est-ce que techniquement, quelqu'un qui serait habitué à jouer un seul instrument pourrait en jouer d'un autre? Un exemple, quelqu'un qui joue uniquement de la tarka pourrait voyager vers un autre département et jouer du moseño. Moi, je pense que c'est déjà arrivé, ça. C'est déjà arrivé. C'est de là, justement, que ça vient les mélanges des styles. En Bolivie, par exemple, les charangos sont allés plus loin, à voyager partout. Et les mêmes charangos, on le joue d'une façon à un endroit qu'à un autre, par exemple. Alors moi, je pense que c'est possible. Ça dépend de la motivation, comme je disais, de chacun. S'il y a un intérêt, même propre pour apprendre un instrument, moi, je pense que c'est possible. Mais ce serait un apprentissage et pas quelque chose de naturel, alors? Ça dépend. C'est comme partout. Il y a des musiciens qui sont nés avec la musique et des musiciens qui sont faits dans le temps avec la musique. Il y a des non-musiciens qui ont travaillé et ils finissent vraiment de grands artistes, quoi. Je vois également sur la table que lorsqu'on parle de groupe d'instruments, il y a toujours un petit instrument, un instrument moyen et un instrument plus grand. Est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve également, je veux dire, dans les autres gammes d'instruments autochtones? Je vois ici par exemple la tarka, il y a 3 mesures. Je vois les flûtes de poing également, il y a 3 mesures. Est-ce que c'est quelque chose, il y a une logique derrière? Est-ce que c'est quelque chose qui a une signification? Est-ce que tout le monde peut jouer le petit instrument comme le grand en Bolivie et en Belgique? Oui, en fait, les instruments sont en troupe, en parlant par exemple de las tarkas, c'est exactement la même chose. Donc il y a un cinquième des différences de tonalité qui sépare entre 2 octaves. C'est-à-dire, par exemple, ici la grande va y aller par rapport à la petite, mais celle du milieu, ça fait une cinquième. Donc ça fait une sonorité différente. C'est le même principe que dans le cantus de Charazani, qui utilise exactement la même chose, mais sont faits en flûte. Alors que ici, par exemple, los sicuristes italaques utilisent des octaves seulement. Donc il y a une petite qui s'appelle chuli, nous avons las maltas et las sancas. Donc il y a 3 notes bien marquées, il y a des fois une deuxième qui est au milieu, qui accompagne et qui fait un petit peu la richesse dans les mélodies. Mais donc il n'y a pas de hiérarchie, je veux dire, au sein de la communauté, de quelqu'un qui va jouer un instrument plus grand, plus petit, ou est-ce que du fait justement que c'est une octave plus haute ou 2 octaves parfois plus haute, est-ce que l'instrument ne donne pas un signe de départ de musique ou de fin, ou il n'y a pas des caractéristiques propres à la mesure? Oui, franchement parlant, moi je pense que dans toute communauté, dans tout groupe, il y a toujours un leader. Donc le leader, il prend, on va dire, l'instrument, c'est ce qui lui paraît le plus difficile à jouer. C'est toujours comme ça, c'est un principe, je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est aussi, il faut le dire, des gens qui travaillent le plus. Donc il y a, on va dire, un groupe d'une 30aine de personnes
il y a 2 au moins, ou 4, qui vont être persévérants, qui vont jouer, qui vont répéter, qui vont faire des mélodies, qui vont travailler, faire des compositions et tout ça. Et tous les autres, par rapport à ça, suivent. On va dire petit à petit, en groupe, en 8, 10, ou la masse de 30 personnes qui vont venir jouer, mais qui vont faire la même chose. Donc, il y a une hiérarchie partout, parce que bon, même dans un groupe, par exemple, il y a un directeur de groupe artistique, on va dire, qui fait le style un petit peu de groupe, et chacun d'entre eux va faire aussi le style de groupe. Donc chacun apporte à la musique. Est-ce que la personne qui a le plus d'expérience, par exemple, pourra choisir son instrument librement? C'est la personne qui vient d'apprendre, est-ce qu'il pourrait, par exemple, jouer du petit instrument? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais je viens de le dire justement, moi je pense personnellement que celui qui est, on va dire, entre guillemets, le directeur, il doit savoir jouer tant l'instrument, la rangée 6 que 7, par exemple. Parce que s'il arrive, par exemple, qu'un musicien manque, ou qu'il n'y a que des 7 et un 6, il va se convertir en 6 automatiquement. C'est le principe un petit peu d'équilibre dans le groupe, de garder. Il faut connaître tous les instruments, mais c'est vrai qu'il peut choisir son instrument fétiche, on va dire, de préférence. Hein. Très bien. En tout cas, Carlos, je vous remercie infiniment en fait, du temps que vous avez consacré pour cette interview. Vraiment, c'était très enrichissant. Merci de partager également avec toutes les personnes qui vont voir cet entretien. Et vous féliciter en fait, pour le travail que vous accomplissez. Si je ne me trompe pas, vous avez également une petite école d'apprentissage pour les enfants. Et je pense que c'est la bonne manière pour pouvoir transmettre cette culture riche qu'est la culture bolivienne vers les nouvelles générations. De la même manière, Ángel, au plaisir. Gracias por la invitación, merci pour tout. Et c'est vrai que nous, on a commencé un joli projet qui est toujours difficile au départ, mais bon, on est là, on commence à voir les fruits de notre travail et en espérant que ça va aller très très loin. Et justement, s'il y a quelque chose qu'on peut faire en communauté, les bras à bras, je pense qu'il faut le faire parce que des fois, seul, on ne sait pas avancer. Merci beaucoup et merci de votre temps et de toutes les informations que vous avez partagées avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Bon, j'espère que j'aurai apporté quelques petites choses dans cette entrevue. Certainement. Merci.